les amis, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, désolé, parce que la prévia et le débrief de ce week-end, je vous ai laissé avec Guillaume et Yassir. J'espère qu'ils ont assuré. Dites-nous en commentaire s'ils ont assuré, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas pu voir les vidéos, je vais être sincère avec vous. J'étais cloué au lit avec 39 de fièvre, enfin, j'étais complètement mort. Du coup, voilà, c'est Guillaume et Yassir qui ont assuré les deux gars qui vont à tous les matchs, quasiment tous les matchs, au Santiago Bernabéu. Donc, un petit message pour me dire, voilà, si vous avez kiffé leur intervention, n'étant pas là. Deuxième petit message. Aujourd'hui est un grand jour. On est le 2 septembre et Guillaume Pomat s'est fait dépasser sur Twitter par Alexis, le photographe. C'est lui qui te l'a fait remarquer en message ou toi-même? Du tout. J'ai toute la Mais journée, c'est toute moi, la journée, il faisait qu'actualiser juste c'est pour se moi, foutre de ma gueule c'est sur ça, hein, tu c'est sais, moi. il faut le savoir, Non, non, hein. non, non, En non, trois c'est moi. tweets, il m'a dépassé, hein. En trois tweets, il m'a dépassé. C'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'en trois tweets, Alexis a dépassé Guillaume. Ça veut dire que le contenu d'Alexis est beaucoup plus intéressant que le contenu de Guillaume Les depuis 3 photographes, ans. les photographes ont trop de buzz. Les photographes ont trop de buzz, c'est tout. Mais je suis pas jaloux, je suis fier de lui, je suis fier de lui. Et sachez que s'il a enfin fait des tweets, c'est grâce à moi, en partie. Donc, dites-moi merci plutôt que de se moquer de moi. Arrête de faire ton Vini avec Mbappé. Ok, donc ça c'était la première chose. Enfin, la deuxième chose que je voulais souligner. La troisième chose, les gars, si vous aimez notre contenu, que vous tombez sur cette vidéo, vous êtes tombé sur une autre vidéo pour la première fois, vous savez que voilà, pour soutenir la chaîne et pour nous donner de la force, un follow, ça fait pas de mal, je pense. Si vous aimez, hein, je dis bien si vous aimez, parce que c'est comme ça que vous aidez les créateurs de contenu sur YouTube à grandir. Si je vous dis ça, les gars, c'est parce que sur les 28 derniers jours, tout à l'heure, j'étais regardé, ça m'intéressait. Mais sur les 28 derniers jours, Guillaume, il va tomber de sa chaise. Vous êtes plus de 100 000 personnes à être passées, à avoir vu une seule fois, pour la première fois, une vidéo sur notre chaîne et vous n'êtes pas abonné. Donc voilà, on a quasiment 40 000 abonnés. Si tu fais le compte, 100 000 de plus, ça aurait fait déjà 140 000. Donc ça Ouais, aurait été pas mal. pas tout le monde va s'abonner, mais si les gens qui regardent ces vidéos-là ou qui sont pas abonnés, qui ont le réflexe, ça aide pour l'algorithme, ça aide à la chaîne à grandir, ça donne évidemment de la crédibilité. Quand tu vois qu'une chaîne à 100K et qu'une chaîne à 40K à côté, bah, tu te dis qu'il y en a une qui propose un meilleur contenu, alors que ça se trouve, c'est pas le cas et juste les gens viennent et s'abonnent pas. Donc voilà, petit like, petit commentaire, petit abonnement. On pense jamais à dire ça parce qu'on n'est pas des youtubeurs chevronnés, mais ce serait très, très bien reçu de notre part. Bien sûr. Et C'est vrai qu'on est, on vous en remercie d'avance. c'est vrai qu'on n'y pense jamais, on le dit jamais. On le dit vite fait en fin de vidéo. Moi, c'est pas quelque chose enfin, à la base, je calcule pas trop. Moi, je fais mes trucs. Voilà. On fait ça pour le kiff parce que c'est le réel et que on kiffe. Mais voilà. Si vous tombez sur nos vidéos et que vous aimez, les gars, un petit follow, je pense que ça fait pas de mal. Un petit follow des familles. En tout cas, ce soir, avec Guillaume, on voulait faire une petite vidéo de chill. Au départ, je voulais partir sur un truc Tchouaméni Mendy, vu qu'ils sont blessés, et donner un peu notre avis sur les trêves internationales, etc. Mais je pense que enfin, vous savez déjà ce qu'on pense des trêves internationales, notamment Ouais, moi. Hein. Je pense qu'on pour- était d'accord avec moi, hein, Guillaume. Ouais, ouais, et puis même rapidement, j'ai une petite info inside. Bon, c'est sorti par d'autres personnes, puisque ce sera pas moi qui vais commencer à sortir les trucs pour l'instant, mais je peux confirmer Oh, que les deux ouais, c'est blessures, ça. que je peux pas tout dire, mais je peux confirmer que les deux blessures ne sont absolument pas graves et que normalement c'est deux joueurs qu'on verra sur la pelouse si les choix de Carlo Ancelotti sont dans cette direction-là contre la Real Sociedad. Bah, écoute, très bonne nouvelle. Mendy, ça va dans le sens de toute la presse espagnole. Par contre, Tchouaméni, j'ai vu des gros médias, même si j'ai vu d'autres médias dire comme toi, j'en ai vu plusieurs. J'ai vu d'autres gros médias dire que peut-être, peut-être, il peut être absent. Parce que c'est une stratégie du club de faire filtrer ça à des journalistes qui ont de la voix pour faire croire que il est vraiment blessé, il faut qu'il parte de l'équipe de France. Parce qu'ils ont vu juste avant l'info sur Ferland Mendy. Peut-être. Peut-être, je Je sais pas si pense, ça comme fais-moi ça. Hein. confiance. Moi, je te dirais de me faire confiance. On en parlera en off. Moi, je t'écoute, je te fais confiance. Je te fais confiance. Mais moi, je vous dis juste ce qu'un club peut faire pour faire croire que à l'équipe de France, à une sélection. Bref, voilà, parce qu'il y a des intérêts divers et variés. Les gars, première question Ouais, finalement, on fait un FAQ. Donc, voilà, j'ai lâché une question à 21h24. Il est 21h43 et on a déjà 33 réponses. Donc, c'est vraiment
la force que vous donnez sur Twitter, c'est vraiment, vraiment quelque chose de réel. C'est quoi, on va commencer avec une question de Riles. Parce que les gars, je vous le dis en avant-première, Riles, on l'aura sur la chaîne YouTube du Journal du Real, mercredi ou jeudi. Voilà, je tourne avec lui, tout se passe bien. Je devais tourner avec lui ce week-end, mais j'étais mort malade dans mon lit. Du coup, je tourne avec lui demain. Et Guillaume, s'il est vif ou non, bah, la vidéo sortira soit mercredi, soit jeudi. La question de Riles. Qui sera pour vous le joueur le plus important de la saison et pourquoi? Je te laisse la parole, Guillaume, en premier. Jude Bellingham, il suffit d'avoir vu les 3 derniers matchs. Vas-y, explique. Bon, j'ai pas envie, nécessairement envie d'en rajouter plus. On a vu les 3 derniers matchs du Real Madrid. On a vu l'immense trou qui est laissé par le trou béant laissé par Jude Bellingham au milieu du terrain et une animation presque en fer à cheval, en donut au rond. Et il manque quelqu'un qui fait le lien au milieu. Valverde fait ce qu'il peut pour le faire. Un petit peu Carvajal à la relance, mais c'est trop peu et on sent un manque terrible de Jude Bellingham et Carlo Ancelotti. Faites les choix de Carlo Ancelotti le monde, puisque Carlo Ancelotti a tâtonné entre Arda Güler, Modric et Ceballos sur les 3 derniers matchs. Les 3 fois, ça n'a pas été la solution. Et le gros problème du Real Madrid avec le ballon, c'était ce problème de vide au milieu de terrain. Donc De voilà, pour moi, c'est une créativité. réponse par. C'est ça, c'est un peu de tout, même de proximité dans la surface, même de réception des centres. Il y a eu des centres en l'air pour des mecs qui sont Vini, Mbappé et Rodrigo, qui ne sont pas des joueurs de tête. C'est lui, Bellingham est capable de mettre sa tête. On l'a vu l'an dernier marquer des buts comme ça en occupant la surface et en attaquant la surface tard dans une attaque. Et non, pour moi, c'est une réponse un peu par la. Je sais plus comment on dit exactement, mais une réponse par la négation, en fait, par le fait qu'on ne le voit pas actuellement. C'est ça qui prouve que c'est lui qui est le plus important dans ce Real Madrid et qui sera le plus important cette saison. Après, c'est difficile de, moi, à mon sens, hein, c'est difficile de dire tel joueur est plus important que tel joueur. Je pense que chacun apporte son importance à l'équipe. Euh, et quand Riles pose cette question, c'est difficile de faire un choix, personnellement. Je te rejoins sur ton analyse pour Jude Bellingham. C'est une analyse que je me suis faite il y a d'ailleurs quelques heures. Là, je sais pas pourquoi je pensais à ça dans ma tête. Je me disais, ça manque de créativité. Parce que je pensais au 4-2-3 en fait. Enfin, je commence à regarder les questions, je pense au 4-2-3. Parce qu'on nous a posé la question aussi, est-ce qu'il faut revenir au 4-4-2, losange. Euh, le 4-2-3, à une époque, ça a fonctionné. Sous Mourinho, le Real Madrid joue en 4-2-3 avec Kedira, Xabi Alonso en retrait, et devant, il y avait Mesut Özil. Ça alternait parfois, des fois, c'était Fabio Contrao qui remplaçait Kedira, etc. etc. Mais justement, tu vois, je réfléchissais, je comparais un peu les joueurs. Euh, qui c'est qui fait Xabi Alonso? Quelqu'un qui. Chose que par exemple Tony Kroos a fait dès qu'il est arrivé, parce que Tony Kroos a remplacé Xabi Alonso à l'époque, en 2014, quand Tony Kroos arrive, il remplace euh, rôle pour rôle Xabi Alonso, parce que c'est un profil similaire, entre guillemets, même si Xabi Alonso a des qualités que Kroos n'a pas, et vice-versa. Mais quand tu regardes un peu le profil des deux joueurs, ça se ressemble. Aujourd'hui, qui fait Xabi Alonso, qui fait Tony Kroos? Alors moi, je suis d'accord avec toi. Jude Bellingham t'apporte de la créativité. Jude Bellingham joue un cran dessus comme Mesut Ozil jouait à l'époque. Jude Bellingham, il a besoin de liberté. Donc un coup, il sera en attaque, un coup, il redescendra pour récupérer les ballons. Mais tu peux pas, je pense, lui demander d'être constamment cette première relance. Tu vois. C'est pas nécessairement ce Et que je plus lui le temps demande, passe, moi. et plus le temps passe, et plus le temps passe, plus je réfléchis, plus je me dis qu'il y a des joueurs dans cet effectif doivent commencer à prendre des responsabilités à la première relance. Et c'est pas un Fede Valverde qui, pour moi, est le meilleur joueur de ce début de saison du Real Madrid qui doit le faire. Il peut le faire, mais il ne doit pas être le seul à le faire. Et Son le coéquipier à vrai, côté, que ce soit Tchouaméni ou Kamavinga, Kamavinga, on ne l'a pas encore vu, malheureusement, mais Tchouaméni qui a fait un excellent match défensivement ce week-end hier face au Betis, je veux que Tchouaméni, et j'espère que Tchouaméni va se lâcher d'un point de vue offensif. Alors, je suppose que Carlo Ancelotti est très restrictif dans, ses, dans ce qu'il lui demande, et que c'est peut-être potentiellement pour ça qu'il ne se lâche pas, je pense. Mais je sais que Tchouaméni a le potentiel et les qualités, alors, pas pour faire du Xabi Alonso ni du Toni Kroos, mais il le faisait à Monaco.
Il le faisait à Monaco et voilà. Et donc maintenant, pour revenir rapidement à la question de Riles, je suis d'accord avec toi quand tu me dis Bellingham, ça va être le joueur le plus important. Mais je pense pas que ce soit Bellingham le joueur le plus important. Tous les joueurs vont être importants, à mon sens. Notamment ceux. Pourquoi tu rigoles? Ceux de Puis l'attaque. si ta réponse c'est vraiment tous les joueurs vont être importants, c'est ça qui me fait rire, c'est tout. Ah, ouais, enfin, pour moi, le foot, c'est une équipe. Ouais, 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 bien sûr. Et si je devais trancher, c'est trop dur. C'est que tu as des mecs, ils sont tous importants. C'est-à-dire que demain, il n'y a pas Vinicius. Ok, il y a Bellingham, mais il n'y a pas Vinicius. Tu fais quoi? Demain, il y a pas Bellingham et Vinicius. Enfin, pardon, il y a Vinicius et Bellingham, mais il n'y a pas Mbappé. Tu fais quoi? Bon, l'année dernière, on a gagné une Ligue des Champions sans typique pour Mbappé. Désolé, je rigole. Mbappé, il va apporter énormément et Mbappé va marquer beaucoup de buts. Euh, Ils sont tous importants. Pour moi, ils sont tous importants. Ils sont tous importants. C'est-à-dire que demain, t'as pas Vinicius, c'est un problème. Demain, t'as pas Rodrigo, c'est un problème. Rodrigo, les efforts défensifs qu'il fait sur le côté droit, faut en parler aussi. Hmm. La défense, c'est pareil. Ils sont Non, mais tous importants. Tu vois. évidemment, le Courtois, football est Courtois. un sport collectif. Le Non, football est un sport collectif, ouais, bien sûr. mais Moi, encore plus au Real. c'est par rapport à ce qu'on vient de voir là depuis 3 matchs. C'est que là, nous, on a vu ce qui s'est passé sans Bellingham et tout le monde, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste football pour se rendre compte que cette équipe a un énorme manque au milieu de terrain et pour savoir que même si c'était pas parfait contre Majorque, pour savoir qu'on a vu le match contre Atalanta, on a vu la saison passée, et on sait que cet immense trou qu'il y a au milieu de terrain, c'est Jude Bellingham qui est là pour le combler. Même si, comme tu l'as dit, il va falloir que la personne qui est alignée avec Federico Valverde aide bien plus à la relance, que ce soit Tchouaméni ou potentiellement Kamavinga. Parce qu'en plus, Valverde, tu parlais qu'il faisait beaucoup de travail à la relance, mais Valverde, d'habitude, sur le circuit de relance de base du Real, Valverde est à droite, prend la place de Carvaral et Carvaral se réaxe. Donc Valverde, il ne peut pas être à faire le Toni Kroos et en même temps être celui qui fait la largeur à droite. Parce C'est ce qu'il que peut je pas dis. se. On a l'impression Il va des tout fois faire. qu'il se dédouble, mais il peut pas se dédoubler. Donc pour le coup, il va y avoir. Et moi, je trouve du coup vraiment Bellingham. Je mettrais Bellingham en 1 par rapport à ce qu'on voit là depuis le début de saison, mais je suis d'accord avec ta réponse évidemment. Voilà, désolé, Riles, hein, c'est difficile de me mouiller par rapport à cette question, mais voilà, c'est mon avis, même si, bon, allez, vas-y, si je dois trancher, je dirais Vinicius. Mais le Vinicius de l'année dernière. Le Vinicius de l'année dernière, pas le Vinicius de là depuis 3 matchs. Alors là, hier, il a fait un super match. Enfin, un super match. Il n'a pas fait non plus le match de sa vie, mais c'est mieux par rapport à ce qu'on a vu en début de saison. Moi, je réclame le Vinicius de la fin d'année dernière, enfin, à partir du mois de février. Question suivante. Il y a pas mal de questions sur un potentiel retour au 4-4 de Losange. Donc, je choisis la question du boss, Ray Franco, en direct de Montréal. J'espère que tu vas bien, Ray. Le 4-4-2 ne serait-il pas la meilleure configuration pour tirer le meilleur de notre effectif? Et je te laisse répondre, Guy. Bah, déjà, on est sur un 4-4-2 en phase défensive et en phase de pressing, avec si tout le monde est disponible, donc avec le 11, logique, le 11 du coup de la Supercoupe. Excuse-moi. Je pense qu'il parle du 4-4-2, le 4-4-2 Losange en phase de possession avec ballon, etc. Le Ah, 4-4-2 de l'année dernière, quoi. si c'est par rapport au dispositif de l'an dernier, dans ce cas-là, moi j'ai envie de répondre non. Si l'objectif de Carlo Ancelotti est de faire jouer Vinicius, Rodrigo et Mbappé ensemble, c'est dans un 4-3-3 qu'il faut les faire jouer, dans un 4-3-3 qui devient ce 4-4-2 à plat en phase défensive. Ce qui est logique, en fait, c'est dans le système qu'on a vu hier qu'il faut le faire jouer et il faut juste espérer que les joueurs s'adaptent et que les joueurs deviennent meilleurs, sachant qu'il y a quand même moi, je pense une des solutions pour pallier au départ de Kroos, c'est clairement juste l'existence même et le fait qu'il soit sur le terrain Kamavinga et ce joueur-là. Donc pour moi, on verra quand on aura testé Kamavinga dans le 4-3-3. On verra ce que ça donnera. Donc Kamavinga, Valverde, Bellingham, et on verra ce que ça donnera ces trois-là ensemble au milieu de terrain avec les trois devant, je pense, pour voir une variation à Tchouaméni ou alors voir Tchouaméni sinon Valverde à droite et Rodrigo sur le banc, on verra ce que ça donne. Mais moi, je pense que c'est le 4-3-3 qui permettra à Vinicius, Mbappé et Rodrigo de briller parce qu'un système au losange avec ces trois-là, c'est trop axial, ça va trop se marcher dessus, trop proche de la surface. Il n'y aura Ouais, pas mais assez de largeur. si tu fais un système axial avec ces trois-là, tu peux pas jouer avec ces trois-là. Tu peux pas jouer avec Rodrigo. On est C'est ça d'accord. le truc. Ça paraît Donc après, difficile. c'est un choix. C'est un choix. Est-ce que ne pas mettre Kamavinga au milieu de terrain avec Tchouaméni, Valverde et Bellingham, plutôt que de jouer en 4-2-3 ou en 4-3-3, c'est pas mieux. Faut tester.
Faut tester, faut essayer, faut essayer. Moi, je pense qu'il faut essayer. Moi, je suis d'avis d'essayer. Ça a fonctionné l'année dernière. Bellingham, il s'est joué comme ça. Kamavinga s'est joué comme ça. Tchouaméni s'est joué comme ça. Ils savent tous jouer comme ça. Alors oui, tu mets Rodrigo sur le banc, c'est un choix, hein. C'est un choix, mais à un moment donné, quand tu as des grands joueurs, faire des choix. Faut voir si Mbappé et Vinicius, tous les deux en pointe, ça fonctionne. Moi, je pense qu'il faut tester. Et je pense que quand Kamavinga reviendra, le Real Madrid va tester, va retester ce dispositif en tout cas. Donc, moi, tant que je ne l'ai pas revu, moi, je pense qu'il faut tester. Je pense qu'il faut tester parce que effectivement, moi, je trouve qu'il y a un réel problème tactique. Corrière, c'est pas top, je veux dire. C'est pas top. Ça C'est beaucoup gagne. mieux défensivement. C'est beaucoup mieux défensivement hier quand même. Ça, peut-être, mais et encore, il y a eu des phases de transition et des occasions pour le Betis en deuxième mi-temps, ils auraient pu marquer. Mais ça gagne parce que tu as Valverde qui dit merde à l'arbitre avec sa passe comme ça là, hein. Parce que l'arbitre, il a failli, encore une fois, je ne vais pas dire les termes exacts de ce que je pense, mais il a failli avoir le Real Madrid, encore une fois, comme ce fut le cas d'autres fois, et notamment dans un derby l'année dernière, en 2023, en septembre. Euh, Question suivante. On reste avec les followers qui nous suivent depuis le premier jour. Et j'ai une question de Amine Tador. Avis sur Rodrigo qui est un peu mis à l'écart. Bah écoute, moi je trouve qu'il fait un bon début de saison. Il apporte exactement ce qu'on attend de lui. Ça veut dire d'être celui qui lance le pressing offensivement, celui qui s'occupe aussi de l'aile droite, qui permet à Valverde de redescendre plus bas que ce qu'il faisait la saison dernière. Il s'adapte bien à ce rôle qui était le sien il y a 2 ans quand il était titulaire à la place de Valverde et qui est le sien cette saison, mais qui ne l'était plus l'an dernier puisqu'il jouait en tant que joueur plus axial et il pouvait se permettre de moins presser un petit peu la saison dernière. Là, avec l'arrivée d'Mbappé, il peut beaucoup moins se permettre de moins presser, puisqu'on sait que c'est Vinicius et Mbappé le duo qui est le plus devant et donc le duo qui presse le moins. Mais non, moi, je trouve qu'il fait d'excellents efforts. Hier, il finit la rencontre avec 5 passes clés. Il est juste dans son jeu de passe. Alors, il se procure pas d'occasion hier, mais je trouve qu'il est juste et qu'il est plutôt bon, Rodrigo, sur le début de saison. Moi, je trouve, il est en retrait dans la manière dont on parle du Real Madrid, dans les médias, ça je peux tout à fait l'entendre. Mais par contre, sur le terrain, je le trouve pas spécialement en retrait et il correspond parfaitement à son rôle et il fait un bon début de saison. Peut-être même le Moi, meilleur début de saison parmi les 3 de devant pour c'est ce que j'allais te aligner dire. ça. Moi, je te rejoins sur ton analyse. Je pense que c'est le meilleur des trois sur le début de saison, je parle. Même si hier, ça a été le moins bon des trois. Maintenant, je pense que quand Amine pose cette question, mise à l'écart, c'est surtout par, je pense, la presse, les supporters, etc., etc. Après, le problème, c'est que quand tu as un joueur comme Kylian Mbappé qui arrive au Real, que tu as Vinicius, que tu as Bellingham, forcément, voilà. Je pense qu'il pense aussi un peu au potentiel message de son équipe de communication sur WhatsApp. Voilà, c'est quelque chose de normal. Malheureusement pour Rodrigo, c'est quelque chose de normal d'être mis à l'écart par rapport au gros du vestiaire, quoi. La lumière est sur d'autres. Pendant que lui, par contre, Jean-Jean Guillaume fait un excellent début de saison. Euh, il est très important, que ce soit sur l'aspect offensif que défensif, qui se replie constamment avec rigueur et détermination. Donc, non, personnellement, et j'étais d'ailleurs surpris qu'il ne joue pas face à Las Palmas. Je pense que ça a été une erreur de Carlo Ancelotti de ne pas l'aligner le 10 dernier. Question suivante. On passe du côté d'un confrère de chez Téléfoot. Ça fait plaisir, tiens, d'avoir un confrère de Téléfoot qui nous pose une petite question. Donc, c'est Lino Gafferi. Je ne sais pas si je prononce bien le nom de famille, Guillaume, tu me diras. Tiens, Ouais. Ferry, je sais pas, il est corse, il est dans le salon là-bas, juste en train de jouer à FIFA. Ah, ok, il est juste derrière. Quelle place pour Hendrick à moyen terme dans l'effectif du Real? Éternel remplaçant. Alors, je vais répondre d'entrée. Éternel remplaçant, je pense pas. Maintenant, Hendrick va devoir être patient comme beaucoup avant lui l'ont été. Euh, c'est quelque chose de normal au Real Madrid. C'est quelque chose qui s'est vu avec Rodrigo, c'est quelque chose qui s'est vu avec Fede Valverde, c'est quelque chose qui s'est vu avec Dani Carvajal, c'est quelque chose qui s'est vu avec Casemiro, c'est quelque chose qui s'est vu avec beaucoup de joueurs du Real Madrid. Peut-être qu'Hendrick va devoir attendre encore un peu plus, parce qu'il joue à un poste aujourd'hui où bah, c'est bouché.
t'as Mbappé qui vient d'arriver et qui va très certainement rester pour 10 ans. Est-ce que Hendrik va être patient et voilà, va vouloir se battre pendant 4, 5 ans, 6 ans? On verra s'il a le mental et l'envie. Est-ce que Hendrik ne peut pas aussi rebattre les cartes et faire comprendre au coach actuel ou au prochain coach, je ne sais pas si Carlo Ancelotti restera l'année prochaine ou non, ou le suivant si le prochain se fait virer rapidement, que potentiellement on peut repasser un dispositif à deux attaquants, peut-être, tout dépendra de Hendrik et son travail, à mon sens. À toi, Guillaume. Oui, je suis d'accord avec ta réponse. Éternel remplaçant, c'est dur à dire. Éternel, en tout cas, tu demandes à moyen terme, Luno. En vrai, moyen terme, je pense que oui, il restera remplaçant. À long terme, c'est beaucoup plus dur à dire parce que on a déjà entrevu le potentiel incroyable de ce joueur. Et ça se trouve, ce sera un joueur qui va devenir plus fort que ce qu'est Mbappé. Qu'est-ce qui nous fait dire? En tout cas, ça se trouve, dans 4-5 ans, il sera plus fort qu'Mbappé au moment T, où il y aura ce sera un déclin des capacités physiques un petit peu d'Mbappé, quelque chose qui fera que, et s'il s'accroche au Real Madrid, qui reste avec les meilleures installations, l'un des meilleurs staffs dans le monde du football, il ne peut qu'atteindre ce potentiel logiquement. Et il faudra juste qu'il ait le temps de jeu à côté. Pour l'instant, cette saison, ça va être compliqué niveau temps de jeu, mais on a vu des mecs avoir un temps de jeu compliqué comme Arda Güler la saison passée et quand même réussir à briller et ensuite briller à l'Euro avec la Turquie. Hendrik, il est déjà sélectionné avec le Brésil. Ça pourrait aussi être un moyen de briller, de prouver sa valeur, le Brésil, où il aura peut-être plus de chances d'être titulaire en tant que numéro 9 qu'au Real Madrid. Et on va voir ce que ça donne. Moi, j'ai envie de croire en lui au Real Madrid. Je pense pas que c'est un joueur qui, dans 4 ans, va partir parce qu'il aura plus assez de temps de jeu ou que l'avenir sera bouché. Moi, je pense qu'il est tellement fort qu'il réussira à bouger les choses dans la hiérarchie offensive en tout cas, il a le potentiel de réussir à bouger les choses dans la hiérarchie offensive au point de s'imposer comme titulaire dans 5-6 ans au Real Madrid. C'est juste qu'il va falloir apprendre à attendre du côté d'Hendrick. Moi, au-delà de dire que il va potentiellement bouger ceci ou enfin, tel joueur ou tel joueur, euh, je pense que il doit surtout se concentrer euh, sur son travail, sur ce qu'il doit faire. Et là, on verra. À ce moment-là, on verra. Question suivante. Il y a pas mal de questions sur Florian Wirtz, dont j'en sélectionne une de Labette, Don Benzé. Florian Wirtz peut-il vraiment remplacer Toni Kroos alors qu'il joue vraiment plus haut? Alors, ouais, effectivement, Florian Wirtz, pardon, c'est l'objectif pour l'été prochain. À voir comment ça va se décanter. Quel est ton avis là-dessus? Bah écoute, on parle d'un joueur qui est numéro 10 à Leverkusen et qui a 19 ans. Toni Kroos, sa trajectoire, ça a été celle-là, de redescendre ensuite sur le terrain. Après, les deux joueurs Ouais, c'est vrai. n'ont clairement pas le même profil physique et n'ont clairement pas les mêmes qualités de footballeur. Parce que Toni Kroos, c'était un 10 à l'époque où le 10 existait encore et où un joueur peu mobile devant la surface adverse était très utilisé et très utile. Aujourd'hui, ça a totalement changé le football. Florian Wirtz, c'est un joueur qui a un énorme volume de jeu. C'est un joueur qui est capable autant de gratter des ballons que de jouer comme un numéro 9 et de se comporter, de se déplacer comme un numéro 9. Et je pense que ce serait du gâchis de le voir aussi bas sur le terrain en phase offensive que l'est Toni Kroos. Par contre, est-ce qu'il pourrait s'intégrer dans le milieu de terrain du Real Madrid? Oui, évidemment. Après, il va y avoir des problèmes de riches au Real Madrid, mais s'ils ont l'argent et le budget d'avoir les meilleurs joueurs, tous les meilleurs joueurs du monde dans l'équipe, qu'ils le fassent. J'ai du mal à carrément à imaginer, à envisager où il pourrait trouver sa place, tout ça, parce que déjà, c'est un profil qui est quand même similaire à celui d'Arda Güler, même si Wirtz a évidemment beaucoup plus prouvé pour l'instant dans le monde du football professionnel. C'est quand même, je pense, un petit cran en dessous de Bellingham. Si je devais faire une hiérarchie, c'est quand même des qualités différentes de Kamavinga, même si Kamavinga pourrait avoir peur de l'arrivée d'un Furlan Wirtz pour sa place à l'avenir. Et Valverde, son début de saison me le rend tellement indéboulonnable dans mon esprit que j'ai pas envie d'envisager ça. Mais c'est un joueur, un jeune exceptionnel, un joueur exceptionnel. Lui faire du Toni Kroos, je pense que ce serait trop limiter ses capacités, notamment son apport offensif d'un point de vue attaque de la surface et être dans les zones très proches de la surface adverse. Et par contre, ce serait un transfert magnifique pour le Real Madrid. Moi, je pense que quand le Real Madrid observe Florian Wirtz, c'est justement pour remplacer Toni Kroos, potentiellement. Euh, le Real Madrid achète des profils de joueurs pour ensuite les réadapter à sa tactique, à ce qu'il imagine comme football. Tchouaméni est un Euh, exemple. c'est Il c'est- est sans doute c'est le les, dernier c'est- exemple. Ouais.
C'est l'exemple que j'allais te donner justement. Bah, Tchouaméni, ou t'as même là actuellement, t'as Rodrigo en vrai. Rodrigo, il n'est pas ailier droit, hein. Enfin, il a joué ailier droit, mais c'est un ailier gauche de formation. Tchouaméni, l'exemple parfait également. Tchouaméni, quand il arrive, c'est un milieu centre euh, qui joue en double pivot. Quand il arrive, c'est pour remplacer Casemiro. Donc voilà, le Real Madrid trouve des profils intéressants qui les intéressent. Et dans ce profil, il voit un potentiel joueur pour tel poste, pour telle zone du terrain. Donc moi, je pense que quand le Real Madrid observe Florian Wirtz, même s'il peut jouer, je sais pas moi, je ne regarde pas le Bayer Leverkusen, en tout cas pas énormément, mais les peu de fois que j'ai vu Florian Wirtz, on va dire que c'est un 10, un faux 9 parfois, il joue un cran au-dessus, mais voilà, c'est un joueur qui joue devant. Bah, le Real, je pense que quand ils observent Florian Wirtz, ils voient des qualités d'un mec qui peut potentiellement jouer plus bas et être cet organisateur qui d'ailleurs manque au Real Madrid cette saison. Donc, est-ce que Florian Wirtz va réussir? Est-ce que Florian Wirtz va signer au Real Madrid? On a bien dit que Liniro allait normalement signer, il n'a pas signé. On a bien dit en 2022 que Kylian Mbappé allait signer, il n'a pas signé en 2022. Donc, Et ça va dans le football, ça va très vite. Donc, c'est un objectif, ouais, on va voir s'il réussit à l'avoir. Surtout que je crois que j'ai cru lire dans la presse que Liverpool le voulait aussi, je crois. ouais, et puis même pour Wirtz, on se rappelle de l'époque où il y a le transfert de Camavinga au Real Madrid, des gens avaient dit que ah, Camavinga il part dans une équipe où le milieu de terrain est bouché, c'est une mauvaise idée pour sa carrière. Tout ça, Wirtz pourrait avoir cette vision-là de se dire, je pense qu'il sait qu'il a le talent et qu'il a le niveau, qu'il a tout ce qu'il faut pour être capable de s'imposer, mais il pourrait se dire, au Liverpool, je suis titulaire jour 1, je suis le meilleur milieu de terrain jour 1, je suis le dépositaire du jeu jour 1. Au Real Madrid, il va falloir travailler pour s'y imposer et rien n'est assuré finalement au Real. Il pourrait aussi y avoir cet aspect-là dans le transfert, comme tu l'as dit. Le Real, quand il va chercher des profils, euh, il prend beaucoup de temps à prendre connaissance de la mentalité des joueurs. Et généralement, quand il va chercher un profil, quand il dit lui on le veut, c'est parce qu'il sait qu'il a la mentale pour le Real Madrid. Sinon, ils vont pas le chercher. Donc, s'ils sont intéressés réellement par Florian Wirtz, et c'est le cas, ils sont intéressés par Florian Wirtz, c'est qu'ils savent que Florian Wirtz est prêt à venir au Real Madrid, déjà. Sinon, ils auraient coupé les ponts direct. Et ça, je te le dis. Parce que c'est comme ça qu'ils bossent en interne. Bon, du coup, ils se sont fait avoir par les Niro. Ça, c'est aussi vrai. C'est aussi vrai. Tu as quelque chose à rajouter pendant que je trouve une autre question sur Florian Sur Wirtz? Wirtz, non, pas spécialement. J'en On ai une, verra moi. sa saison aussi. Vas-y. J'en ai une de Xam, YouTube, il y a 9 minutes. Alaba doit redevenir titulaire deuxième partie de saison, selon vous? Vas-y, je te laisse répondre. Bah, j'aime bien cette question parce que faut quand même vraiment voir à quel niveau Alaba va revenir. Il y a même eu des rumeurs pendant l'été que Alaba ne retrouvera peut-être jamais son niveau physique. C'est un joueur qui est quand même plus âgé que Militao qui a subi la même blessure. Mais Alaba, si je dis pas de bêtises, a même subi une blessure plus grave que Militao. Au genou, en tout cas, a pris un peu plus de temps à revenir. Donc, il faut voir le niveau physique du joueur. Si on récupère le Alaba de la saison 2021-22, écoute, oui, je pense que ça aurait Mhm. du sens, peut-être de le remettre titulaire comment dire, si la mayonnaise ne prend pas entre Militao et Rudiger, et si Militao ne retrouve pas son top niveau qu'on lui a connu, ça pourrait avoir du sens de remettre à la base titulaire. On va voir à l'avenir. Moi, je pense déjà qu'on aura la réponse sur l'entente entre Militao et Rudiger d'ici le retour d'Alaba. Et au moment du retour d'Alaba, bah, on pourra, on pourra voir ce que ça donnera. Il faudra voir ce que lui donnera d'un point de vue physique sur des petits matchs, et ensuite voir ce que ça donnera ensuite. C'est vraiment le temps qui nous donnera les réponses. C'est dur de répondre à cette question tout de suite, mais d'un point de vue complémentarité, en tout cas, Alaba est bien plus complémentaire de Rudiger et de Militao que quand les deux autres sont ensemble. Moi, le problème, c'est que selon ce que je sais, je suis pas sûr qu'on reverra le David Alaba qu'on a connu malheureusement, et c'est un Moi joueur non que plus. j'apprécie. Donc on verra bien ce qui se passera dans les prochains mois, si d'ailleurs il revient dans les prochains mois, comme c'est dit dans quelques médias. Et, je sais pas, moi, de ce qu'on m'avait dit au mois de. C'était en mai, la finale, ouais, fin mai, le 31, le 1er juin, c'est que sa rééducation ne se passait pas du tout comme prévu, que son genou ne répondait pas comme prévu, et que ça puait. Donc, il n'est toujours pas de retour. On ne sait pas quand c'est ce qui va revenir. L'autre jour, je crois qu'il a couru sur le terrain l'autre jour.
crois. J'ai cru voir une image comme quoi il était sur le terrain. Donc bon, on va voir comment ça évolue. Une autre petite question de... Je l'aime bien cette question. Ça va nous refaire parler vite fait du match d'hier parce que j'ai pas pu faire le débrief en plus. De 7 Madridista 7. Vous êtes vraiment satisfait du match d'hier parce que le Betis a quand même ouvert le jeu et c'est pas pour autant qu'on a joué mieux, je trouve. Moi, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Je trouve que je le disais un petit peu tout à l'heure, je trouve que le Real Madrid n'a pas spécialement bien joué. Alors, il y a eu certaines choses dans le match qui m'ont plu, notamment cette permutation entre Mbappé et Vinicius euh, sur le côté gauche. De ce que j'ai pu voir en phase de transition, en contre-attaque, dès que ça repartait de derrière, Mbappé partait du côté gauche pour contre-attaquer. Vinicius était positionné axe. Par contre, en phase de possession, déjà dans le dernier tir adverse, là, les deux joueurs reprenaient leur poste de prédilection, en tout cas sur la feuille de match. Donc c'est déjà un ajustement de fait par rapport à d'autres matchs, parce qu'il y a d'autres matchs, je le rappelle, face à Valladolid la semaine dernière, Mbappé, ça a été un 9 de la 0 à la 90e minute, enfin, jusqu'au moment où il est sorti, quoi. Il a laissé sa place à Hendrick. Donc déjà, il y a un ajustement sur ça. Quel autre ajustement m'ont plu hier? Rodrigo à C'est pas un droite aussi, hein. ajustement. Rodrigo, c'est pas un ajustement. Bah, Il a joué. hier, il a vraiment collé la ligne, il a Ok, vraiment été à droite. ok, Il a vraiment été à ok. droite pour lui. Ouais, il était pas parfois de l'autre Il côté. est Ok, pas, on l'a pas vu à gauche, quoi. ok. Autre chose qui m'a plu, c'est le niveau de Valverde. Je suis désolé. Autre chose qui m'a plu aussi, c'est Tchouaméni, ce qu'a proposé Tchouaméni défensivement après ce qu'il a proposé à Las Palmas. Voilà, donc en fait, individuellement, il y a des choses qui me plaisent sur le match d'hier, mais collectivement, je trouve qu'il n'y a pas encore quelque chose qui. La mayonnaise ne prend pas, comme a dit Guillaume tout à l'heure, je trouve. Alors que de l'autre côté, euh, sur certaines phases de jeu, ça joue au ballon, ça a remonté bien la balle, ça s'est procuré quelques situations. Alors, ça n'a jamais été réellement dangereux, mais si c'est une autre équipe qui joue comme ça et qui a d'autres attaquants, attention. Attention. C'est parce que c'était le Betis et que le Betis, ils n'ont pas non plus de grand numéro 9. Mais, Et que euh, leur mais tu équipe me n'est pas mets, au complet aussi, hein. leur équipe n'est pas au complet, mais tu mets une autre Qui leur équipe manque avec. trois titulaires, ouais. Là, tu mets Liverpool en Ligue des Champions, attention. Non, mais c'est vrai. Non, mais je Après, suis après, d'accord. non, mais après, tu me diras, après, je dis ça, mais après, le Real Madrid en Ligue des Champions se transcende. Il y a aucune explication. Mais c'est ça le truc. Après, c'est l'effet inverse, en bref. C'est dur des fois d'analyser le Real Madrid. Moi, hier, je Totalement. trouve quand même que Ancelotti a demandé en conférence de presse la veille d'avoir une équipe plus concernée défensivement, plus compacte, qui est plus, montre plus d'envie au pressing. Ça, je trouve quand même qu'on l'a vu. Il y a quand même beaucoup moins de joueurs qui ont brillé entre les lignes côté Betis. C'est quand même plus passé par les ailes. J'ai trouvé que l'équipe a mieux pressé que les matchs précédents, avec quand même plus d'engagement. Le match de Tchouaméni va aussi évidemment dans cette lignée-là, parce que Tchouaméni a été parfait défensivement. Tout ce qui est sans ballon a été parfait. Par contre, nous, le match d'hier, même si le résultat est positif et que l'adversaire est un petit peu plus fort sur le papier que ce qu'il y a eu avant, hormis l'Atalanta, c'est pas positif, surtout parce que l'animation offensive n'est vraiment pas bonne. Ce trou béant qu'il y a au milieu de terrain sur certaines attaques, avec des joueurs placés en cercle, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir dans le football. Il n'y a aucun relais en fait au milieu de terrain parce qu'il faudrait qu'un attaquant le décroche, mais parfois ils ne le font pas, ou il faudrait qu'un milieu de terrain prenne ses responsabilités. Ils le font encore moins, et donc les phases où Valverde est à droite et qu'Arbaral ne fait pas l'effort de revenir dans l'axe pour aider, bah, tu as une équipe qui n'avance pas le ballon, et en attaque, tu as une équipe qui n'arrive pas à se montrer dangereuse dans l'axe, qui se montre dangereuse par les ailes. Mais si tu te montres dangereux par les ailes, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un point de réception des centres, un point de soutien, un pivot, en fait, hein, tu vois, pour Mm. réaxer le jeu. Et Valverde a réussi à servir de pivot sur le but d'Mbappé, mais c'est fou de se dire que Valverde est obligé de servir deux Toni Kroos à la relance, deux mecs qui font la largeur à droite, deux Bellingham au milieu de terrain pour avancer le ballon, deux mecs qui fait le pivot là, deux mecs qui fait la largeur à droite parce que Rodrigo s'est réaxé. Voilà, désolé, mais Valverde, il peut pas faire tout sur un terrain de football. Et pourtant, il essaye de faire tout. Et c'est magnifique son début de saison. Mais là, je viens de nommer 5 tâches qui se passent à chacune sur un coin quasiment du terrain. Et c'est 5 tâches qu'on a vu Valverde boucher hier. Et c'est pas normal dans l'animation du Real Madrid que Valverde ait autant à faire. Parce que même s'il sait faire plein de choses, c'est pas quelque chose qu'on peut garder, c'est pas quelque chose, c'est pas une solution pérenne en fait. C'est une solution de secours, ce que fait Valverde en ce moment. C'est pas une solution pérenne, et pour l'instant, on n'a pas de solution pérenne pour le Real Madrid. Et on va voir avec le retour des blessés, notamment Camavinga, Bellingham, si ça change. Mais pour l'instant, il n'y a rien de fou dans ce qu'il propose le Real Madrid avec ballon, même si j'ai trouvé ça mieux défensivement hier. Très très bien.
ta réponse. Merci Guillaume. Bon les gars, je vous lis tous, hein. Il y a beaucoup de messages, mais voilà, je vais vous citer les noms que je retrouve le plus souvent. Véron34, merci pour ton message. On va pas répondre à ta question parce que voilà, je pense qu'on a déjà un peu fait le tour. Esprimade, pareil, merci pour tes questions. Vinny Goat, pareil. Tac, 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 j'en choisir une dernière ou allez, l'avant-dernière. Là, j'en ai une intéressante de Mamou 88 avec des drapeaux marocains, du Maroc, pardon. Je veux savoir qui ne fait pas confiance aux jeunes. Est-ce que c'est la direction, l'entraîneur ou le niveau directement? Parce que voir des joueurs comme Nico Paz, Arribas, etc. percer, probablement autre part, ça me fait chier. Et je te comprends, parce que je suis parti de ceux qui pensaient que Sergio Arribas aurait pu avoir sa chance en équipe première. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Real Madrid, euh, pour les jeunes, il y a une certaine exigence. Euh, la direction ne pense pas qu'il soit bon pour ces jeunes-là de faire le pas, en tout cas de passer du Castilla au Real Madrid sans passer par d'autres étapes avant. C'est pour ça que le Real Madrid a pour habitude de prêter ou vendre 50% des droits à d'autres clubs. Il commence par des clubs de Liga pour les meilleurs. Quand c'est des joueurs un peu moins bons, ils en vendent en Segunda Division. Euh, ou quand ces joueurs sont vraiment, 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 vraiment bons, on les envoie en Bundesliga ou en Serie A. Pour les vraiment bons, tu as Achraf Hakimi, qui est parti à Dortmund, direct. Carvajal à l'époque. Carvajal à l'époque. Pour les bons, tu as, t'as Arribas qui est parti à Almeria l'année dernière. T'as Kubo qui est parti à la Real Sociedad. Kubo, je ne le Nico considère Pass. pas formé au Real. Nico Paz, là, il est parti effectivement à Com. Euh, c'est des étapes que la direction euh, pense que les joueurs doivent passer avant d'accéder à l'équipe première. Et s'ils répondent présents dans leurs équipes respectives, là, on pourra parler. Exemple, le dernier aussi en date, un des derniers en date, Miguel Gutiérrez, qui a réussi sa belle saison, une très belle saison avec Girona, qui a forcément tapé dans l'œil de la direction et de tous ceux tout le département scouting du Real. Euh, mais est-ce une bonne raison pour le ramener tout de suite? Peut-être pas. On va attendre de voir ce qu'il fait en Ligue des Champions, par exemple. Et c'est comme ça que le Real Madrid réfléchit. Ouais. Après, je pense qu'il y a aussi un autre problème. Je finirai après, je te laisserai la parole. Je pense qu'il y a aussi un autre problème. euh, c'est le staff. Il faut le dire. Il y a des entraîneurs qui n'ont pas de problème avec le fait de lancer des jeunes, de donner la chance à certains gamins, etc., etc. Euh, je pense notamment à Santiago Solari, il y a quelques années. Je pense aussi un peu à Zidane. Ça lui est arrivé de parfois dire vas-y, même si même si c'était pas les meilleurs. Non, si. Qui c'est qui lance Miguel Gutiérrez? Qui c'est qui lance Miguel Gutiérrez en premier au Real Madrid? C'est Zinedine Zidane. Qui c'est qui lance Marvin Park? C'est Zinedine Zidane. Zinedine Zidane a lancé des jeunes. Mais est-ce qu'il les a fait percer? Ça, c'est autre chose, c'est une autre question. Mais les faire lancer, leur donner sa chance, il l'a fait. Contrairement à l'actuel entraîneur Carlo Ancelotti, qui n'est pas du tout un adepte des jeunes. Euh, je pense qu'il leur fait tout simplement pas confiance. Ou alors il se dit que, comme la direction, l'exigence c'est beaucoup trop haut pour ces gamins et qu'il ne faut pas les cramer à moins que ce soit des futurs dieux comme Hendrik, on espère. Si. Mais moi, je pense qu'il y a un problème de staff aussi, en fait. Donc, c'est un mélange des deux pour moi. Moi, je pense que Ancelotti ne voit pas les jeunes comme des jeunes, justement. Il les voit comme étant un autre joueur de l'effectif qui a ses capacités au moment T, sa maturité au moment T, et ce qu'il est capable d'apporter. Je prends pour exemple Alvaro Rodriguez, qui n'est pas nécessairement le joueur le plus prometteur du Castilla, mais le Real Madrid avait besoin d'un numéro 9 remplaçant. Il a eu quelques minutes, il a même réussi à faire une passe décisive contre Sasuna et un but contre l'Atleti dans le derby. Et ce qui était de belles choses, même si c'est pas un joueur qui a nécessairement le niveau pour jouer au Real Madrid. 48 avait besoin d'un numéro 9 à ce moment-là. Et il s'est dit, bah écoute, j'ai pas le choix, il faut bien que je tente quelque chose, avoir un joueur de surface. C'était l'époque où Benzema ne mettait pas un pied dans la surface sur quelques matchs d'affilée. On sait pas trop pourquoi il décrochait trop et il s'est dit comme ça. Pareil pour Nicopas, il y a un manque dans l'effectif et un trop peu de joueurs dans l'effectif l'an dernier. Nicopas, il va jouer quelques matchs, il marque contre le but de la victoire contre le Napoli. Et les quelques mecs qui sont lancés par Ancelotti, ce qui est fou, c'est qu'ils réussissent, qu'ils marquent et tout ça.
Et on se pourrait se dire pourquoi il le fait pas plus souvent. Et moi, je pense juste qu'il voit les joueurs comme des joueurs de rotation. En fait, il voit pas le potentiel du joueur, il voit pas la progression, il voit pas il faut que je lui donne des minutes. Il voit juste ce mec-là. Il sait faire ça, ça et ça. Il peut m'apporter ça, ça, ça sur le terrain. Est-ce que j'ai besoin de ça, ça, ça? Et ben, actuellement, Rakobo est à tous les entraînements et dans toutes les convocations et même mentionné par Ancelotti comme étant un joueur capable de remplacer sur un match Rudiger ou Militao parce que l'équipe n'a pas de défenseurs centraux et il faut avoir quelqu'un pour faire le nombre. Mais il n'y a pas du tout, en fait, il n'y a aucune nécessité dans l'esprit d'Ancelotti de donner du temps de jeu à tel joueur parce qu'il a un tel potentiel, tel joueur parce qu'il a été acheté à tel prix, et au Real Madrid également, je pense. Et c'est sa manière de faire, c'est comme ça. Et je voulais nommer l'exemple Fran Garcia aussi. Tu as nommé plusieurs exemples de joueurs qui sont revenus. Tu as notamment mentionné Miguel Gutiérrez. Bah, Fran, lui, a connu le parcours classique. Castilla, finit dans un club de Liga parce qu'il est vraiment prometteur avec clause de rachat. Rachat revient au Real Madrid avec la réussite que ça, son début de saison est meilleur. Il y a moins le côté quand même pression, je trouve. Il est moins sous pression dans sa manière de jouer sur ce début de saison. Enfin, c'est pas parfait et c'est sans doute pas un joueur qui va s'imposer sur la durée au Real Madrid, mais on verra ce que ça donnera. Mais et pour être plus simple dans le message qu'il a dit, c'est voir des Nicopas, Arribas percer ailleurs, ça le fait chier, que pour reprendre les mots de Mamoun qu'il a utilisé dans sa question. Bah, au final, des Arribas et des Nicopas, aujourd'hui, ils n'ont pas le niveau pour avoir un rôle prépondérant dans ce Real Madrid. Ça passe derrière des Arda ça passe derrière Brahim, ça passe derrière les 3 titulaires, Bien par sûr, exemple pour Arribas. bien sûr. C'est Arribas, on se rappelle à l'époque, on voulait le voir quelques minutes parce qu'on avait Marco Asensio titulaire au Real Madrid et on se disait qu'un profil différent, ça pouvait peut-être apporter quelque chose, ça pouvait être intéressant de le voir. Là aujourd'hui, c'est plus Alors, Marco Asensio qui est titulaire au Real Madrid, c'est à Rodrigo. Derrière, tu as Brahim qui a fait une saison l'an dernier exceptionnelle et qui là fait encore de très belles rentrées cette saison. Tu as Arda Güler qui est une pépite absolue et qui est quand même bien meilleur que Arribas. Et c'est le même raisonnement finalement pour c'est pas Nico le même Pass. profil. C'est pas le même profil. C'est pas le même profil. C'est pas un profil, mais c'est dans les mêmes zones, tu vois. C'est ces joueurs-là qui remplaceraient quand même. Arda Güler, il peut jouer un peu partout. Dans les postes du milieu de terrain. Arribas, moins. Arribas, il est droit. C'est un ailier droit, Arribas. C'est pas le On même l'a vu profil. jouer 10 aussi. On l'a vu jouer 10 un petit peu. Arribas, c'est le profil Brahim. Arribas, c'est un profil Oui, Brahim. mais au final, Arda Güler dans la hiérarchie peut finir à ce poste-là. On l'a vu contre Valladolid. Et surtout, dans Oui, tous mais les cas, c'est. dans la hiérarchie, il sera derrière, tu vois. Parce que si tu Oui, fais, bien sûr. imagine que tu fasses rentrer Arda, tu feras quand même rentrer Arda Güler avant et tu ajusteras un petit peu tactiquement ce que tu veux pour mettre Arda Güler dans de bonnes dispositions. Mais là, Arribas est dans l'effectif. En fait, c'est ça. Si Arribas et Nico Pass seraient dans l'effectif du Real Madrid actuellement, je pense sincèrement qu'ils auraient joué 0 minutes pour l'instant cette saison. Bien Et un sûr. jeune de 18-19 ans, ce qu'il a besoin pour progresser, c'est des minutes. Alors, les Hendrick et les Arda Güler ont le même âge, mais ont des potentiels tels qu'ils arrivent à gratter des minutes et un niveau déjà actuel tel qu'ils arrivent à gratter des minutes. Les Arribas, les Nicopas, non. Donc, ils vont prendre les minutes ailleurs. Et s'ils explosent ailleurs, le Real Madrid, là, se demandera s'il faut les ramener. Mais pour moi, c'est une gestion qui est cruelle parce que tu vois les petits quelques matchs du Castilla, les quelques matchs de Youth League. Tu dis, ce mec-là, il peut percer. Tu vois le Barça à côté qui sort 14 000 gamins qui se reposent là-dessus. Et dans un sens, c'est cool comme manière de faire, tu vois, parce que c'est des enfants du club et tout ça, et c'est beau, tu vois. Saka Arsenal, par exemple, c'est beau. Mais dans un autre sens, si les mecs sont moins bons que ce que le Real a pu acheter ou que ce que le Real a pu acheter en post-formation ou a pu, comme des Vinicius, des Rodrigo, ou a pu acheter, même comme des Valverde, ou a pu acheter un petit peu plus tard dans la formation, comme des Camavinga ou des Tchouaméni, sont meilleurs, et ben ils sont meilleurs, c'est comme ça. Et il faut s'habituer, et si tu veux supporter un 11 qui sort de club de la formation, bah, faut aller supporter le Barça. C'est malheureux, Merci. mais c'est comme ça que ça marche. Merci Guillaume Sans être pour, aucunement méchant, hein. C'est la triste, c'est la triste, en tout cas, c'est la dure vérité. merci Guillaume pour ta longue analyse. J'espère que ça vous a plu. On termine très rapidement avec. J'ai choisi 3 dernières questions. Désolé, on ne pourra pas tout répondre. Sinon, la vidéo elle va durer 2 heures. On parle trop. Déjà, je regroupe 2 questions en une parce que ça concerne un peu le mercato. Campo Mael, pensez-vous que c'est la dernière saison de Carlo? Le successeur sera Xavi? Point d'interrogation. Et là, l'autre question en fait qui rejoint cette question-là, c'est celle de Kazuto qui nous dit Slicer V2. Est-ce que vous savez quelles sont les principales cibles du prochain mercato et s'il y a une possibilité de voir une arrivée en hiver? Alors, à 99,99% de chances, il n'y aura pas d'arrivée en hiver. Et les prochaines cibles du mercato, donc, comme on l'a dit, c'est Florian Wirtz et Alfonso Davies. Et concernant l'entraîneur, est-ce que c'est la dernière saison de Carlo Ancelotti? Tout dépendra de ses résultats. Là, pour le coup, il a un contrat encore long. Long. Ah non, non, je dis des bêtises. Je dis des bêtises. Attends, Donc, contrat Real Madrid, je crois qu'il termine en 2025. qui 2025. Non, 2026, excusez-moi. Non, oui, il a un contrat long encore.
Oui, il a un contrat long. Si, je me disais bien. Un contrat moyen terme. Il termine la même année que Xabi Alonso. Xabi Alonso avait prolongé jusqu'en 2026 aussi. Et la question suivante, c'est est-ce que Xabi Alonso serait son remplaçant? Selon nos informations, selon ce que je sais depuis pas mal de temps maintenant, le favori dans je sais pas moi, l'année prochaine, dans 2 ans, pour remplacer Carlo Ancelotti, ça devrait être Xabi Alonso. C'est le préféré de pas mal de personnes au sein de la direction du Real Madrid. Donc on verra à ce moment-là qui est libre ou pas aussi sur le marché des entraîneurs. Est-ce que Jürgen Klopp est toujours libre, par exemple? On ne sait jamais dans le football, hein. Voilà. À un instant T, et je vous le dis, il est très bien placé, Xabi Alonso, parce qu'il y a des hommes qui bossent avec lui, des personnes qui bossent avec lui qui sont en relation avec le club au quotidien parce qu'ils bossent avec des joueurs du club. Donc, je sais que Xabi Alonso est très bien placé, que c'est le favori pour prendre la succession de Carlo. Maintenant, on ne sait jamais si demain Florentino Pérez dit non, moi je veux lui, Xabi Alonso il attendra. Mais je pense pas. Mais je pense pas. Je pense que moi personnellement, si je dois faire un pari, je pense que Xabi Alonso sera le prochain entraîneur. Donc ça, c'était la question mercato. Du coup, c'est des infos, donc pas besoin de donner notre avis, Guillaume. Là, par contre, c'est la dernière et je la trouve sympa. C'est une question de Cafoucas. J'adore ton pseudo, vraiment très marrant. D'un point de vue structurel, quels sont les aspects sur lesquels le Real Madrid peut encore progresser? Centre d'entraînement, intendant, physio, dernière technologie sportive. C'est une question très intéressante parce que le Real Madrid est toujours à la recherche de la dernière technologie. Euh, Dans les années 2000, il a voulu construire son centre d'entraînement dernier cri, centre d'entraînement qui encore aujourd'hui est amélioré chaque jour. Il y a quelques années encore, 3-4 ans, ils ont créé notamment, ils ont délocalisé les bureaux, tous les employés du Real Madrid, qui étaient au Santiago Bernabéu. Ils les ont délocalisés à Valdebebas et aujourd'hui c'est un immeuble futuriste. Tu as l'impression d'être dans un film américain quand tu rentres là-bas. Tu passes le portique avec ton empreinte digitale, c'est même pas avec une carte. Enfin, voilà, c'est le Real. Mais le Real est toujours à la recherche de la dernière technologie, il faut le savoir. C'est le cas pour le stade, c'est le cas pour ses différents staffs, que ce soit en football, chez les jeunes, au basketball. Voilà, c'est le Real. Cherche toujours la dernière médecine, la dernière façon de se préparer physiquement, la dernière façon de se nourrir, la dernière. Voilà. Ils sont toujours dans la recherche de la nouveauté et de ce qui se fait de mieux pour chercher la performance physique euh, sportive. Maintenant, est-ce qu'il y a une amélioration à faire? Bah, on peut voir notamment des limites dans cette recherche de dernières technologies. Par exemple, je pense au terrain du Santiago Bernabéu qui, pendant 2 ans, la pelouse était comme cramée par ces fameuses lumières qui tenaient l'herbe en dessous, là, quand le truc il rentrait à l'intérieur. Quand ils replaçaient la pelouse, voilà, tu avais des coins du terrain qui étaient cramés, tu avais des trous, etc. etc., etc. Visiblement, là, ça a l'air d'avoir été réglé. J'espère que ça va être réglé. Je pense que ça va être réglé. Je pense qu'il y a aussi un lien avec le toit. Parce que depuis qu'il y a le toit, bizarrement, la pelouse est moins grillée. Voilà. Je pense qu'il y a une explication. Donc on verra. Mais voilà, il y a aussi des limites dans cette recherche de la dernière technologie. Qu'est-ce que t'en penses, Guillaume? Et tu pourras aller faire Ah, ta déjà, soirée tranquille. question extrêmement intéressante. Juste, je viens de voir Jordan Bajot, le photographe de Kamavinga, passer dehors qui me fait coucou. Voilà, mais sinon, non, c'est une question extrêmement intéressante pour le coup, parce que c'est pas un aspect dont on parle tous les jours. J'avoue, ce serait intéressant d'avoir quelqu'un de peut-être plus renseigné sur la question pour y répondre, même, parce que ça pourrait faire un excellent sujet de vidéo plus long, je trouve, ce sujet-là. Comme tu l'as dit, innover, c'est aussi se tromper. Le Real Madrid sur la pelouse, par exemple, a pris du temps à comprendre comment s'en occuper. Ils l'ont changé, je crois, 7 ou 8 fois, si je dis pas de bêtises, là.
la saison, pas la saison dernière, la saison d'avant, ils ont changé 7 ou 8 fois la pelouse, donc c'est énorme, hein. Ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, c'est faut s'adapter aussi, nouvelle pelouse, tout ça. Mais je pense que c'est un club qui, dans tous les cas, pour plein de raisons et dans l'innovation et dans la recherche, comme tu l'as dit, de la dernière technologie possible. Ils ont des avant-gardistes même, hein, en termes de méthode de travail, hein. On peut penser à Pintus, on peut penser à l'époque à José Mourinho, qui est un grand avant-gardiste de la manière de s'entraîner au Real Madrid, Pintus en termes de préparation physique. Xabi Alonso, il y a moyen qu'il arrive aussi avec, des idées nouvelles et des manières nouvelles de travailler à l'entraînement et un staff qui voit les choses différemment. Lui qui a connu quand même le Liverpool, le Real Madrid, le Bayern et maintenant la Bundesliga avec le Bayern Leverkusen. Il a connu quand même des clubs qui sont dans l'excellence depuis très longtemps, ou dans la recherche d'excellence depuis très longtemps. Et c'est pas un hasard si tu fais arrives à faire une saison invincible. Je pense qu'il doit y avoir quand même des recettes et des choses qui doivent bien tourner de son côté et qu'il va pouvoir aussi apporter au Real Madrid. Et je pense que non, et je pense que le Real aussi est à l'écoute de tout ce qui se passe autour et clairement un club qui est avant-gardiste et là-dedans et qui cherche toujours à aller plus loin, aller plus haut et aller plus fort, dans ses infrastructures, dans sa manière de recruter le staff, de recruter les joueurs et toutes ces choses-là. C'est un club qui a un immense passé, mais qui Exactement. ne reste pas accroché à cet immense passé, mais qui veut toujours plus. C'est ça qui est bien au Real Madrid et qui n'est pas le cas dans tous les géants, finalement, de l'histoire du football. Je pense à Manchester United en disant ça, qui est un petit peu coincé, dans son passé glorieux et dans l'ombre de Sir Alex Ferguson et qui n'a, comme l'a dit Cristiano Ronaldo à l'époque, est un club qui n'a pas vraiment progressé. Là, le Real, pour le coup, même si le passé est le plus immense du football européen, bah, pourtant, ça continue toujours à chercher à aller de l'avant et à progresser. C'est exactement ça et ce sera le mot de la fin, les gars. Merci d'avoir répondu et d'avoir été autant de personnes à répondre à ce tweet un peu ghetto à 21h26 sans préparation ni rien. Mais voilà, c'est parfois Sans même me prévenir. c'est les vidéos comme ça que moi j'aime faire, sans prise de tête, sans calcul, sans stress. Voilà, juste chill, on discute, on nous poser des questions et on vous répond. Je pense que ça fait très longtemps que je lui dis d'ailleurs, mais je pense qu'il a peur de se lancer, mais va falloir qu'on commence à faire des directs une fois comme ça, de temps en temps, sur YouTube, parce qu'il y a aussi une communauté sur YouTube qui n'est pas sur Twitter et qui a aussi besoin voilà, d'échanger avec nous. Je pense notamment à beaucoup de personnes qui nous regardent en Afrique. Voilà, parce que je sais que vous êtes beaucoup. Guillaume, merci d'avoir pris ton temps. Bon courage pour le montage, parce que je veux que la vidéo sorte maintenant. Et les amis, Regardez-moi ce coup de pression en direct avant que la vidéo termine. et les amis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. La prochaine sera avec Riles. Donc, j'espère que vous allez kiffer. Guillaume, profite de ta soirée. Ciao. Merci Pablo, merci à tous pour vos questions. Salut à tous.